Bonjour Nathalie Anne Croft. Bonjour Léo Prudhomme. Euh, Bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. Alors, on va faire une nouvelle présentation aujourd'hui avec notre expert comptable de son métier. On va faire une nouvelle présentation, cette fois-ci avec un regard qui va aider plus la relève. La dernière fois, ça a aidé toute l'organisation, mais là, on va regarder la faisabilité pour que les jeunes qui achètent l'entreprise se sentent rassurés et que le parent sache, ou les propriétaires, apprennent que oui, ils vont avoir leurs sous parce que ça va être faisable. Alors, on appelle ça la faisabilité. Je vais partager mon écran parce que Léo, ça va être plus toi qui vas présenter la faisabilité. Puis, Oui. Nathalie, cette fois-ci, comme c'est pas une formule aussi complexe que la dernière fois, on va se donner la permission de te poser des questions, puis d'enchaîner, puis de temps en temps donner des exemples de toutes sortes de choses qu'on a vécues à travers la faisabilité, puis qu'est-ce qu'on en ressort. Alors, ça va être un peu moins formel, donc il y a moins de chiffres, mais il y a quand même des éléments chiffrés. Alors, on va présenter. Je partage donc mon écran avec la présentation sur la faisabilité. Pour ceux qui viennent de se brancher, de se connecter, je pense qu'il faudrait préciser la pertinence de regarder la vidéo précédente qui était sur l'évaluation d'entreprise, parce que la faisabilité financière, c'est la suite logique de la vidéo sur l'évaluation. Alors, un petit rappel. Oui, c'est ça. Alors, c'est comme ça. Alors, voici le thème et la faisabilité financière pour la relève et j'avance la présentation. On a toujours présenté un peu dans certaines de nos capsules les 4 grands aspects. Alors, c'est encore une fois sur les aspects financiers qu'on va travailler aujourd'hui. C'est le propos de notre présentation. Alors, Léo, oui. lance-toi. En fait, dans ce critère-là de la faisabilité, en fait, on va avoir différents enjeux, mais dépendamment où on se situe, bien, ça va venir teinter un peu nos actions, nos interactions. Donc, en fait, le premier qu'on va regarder, c'est l'enjeu du cédant, du vendeur, du fondateur, celui qui, en fait, qui est le propriétaire actuel de l'entreprise. On va parler dans l'entreprise. Donc, en fait, le premier élément, ça va être les risques fiscaux. Donc, en fait, dépendamment, c'est bon, on se situe au Québec, au Canada. Donc, en fait, on va regarder plus en fonction de la législation canadienne et québécoise. Mais on comprend que dans le cadre où il y aurait un lien de dépendance entre notre fondateur puis la relève, la personne qui va prendre la relève dans l'organisation, bien, il y a un risque fiscal, c'est-à-dire que il n'y a pas droit à son exonération du gain en capital. Donc, ça vient en fait changer un petit peu la donne sur la faisabilité, ou en tout cas, ça vient teinter toute l'approche qu'on peut avoir à ce niveau-là. Évidemment aussi, les risques fiscaux, c'est que, bon, on connaît la loi aujourd'hui. On sait que la loi a tendance à changer au fil du temps selon les besoins des gouvernements, parce qu'ils ont besoin de fonds. Donc, en fait, ça fait partie des risques fiscaux. Donc, on sait ce qui existe présentement. On va mettre une structure, une faisabilité au niveau de la structure corporative pour faire en sorte de réduire cet impact-là de fiscalité. En fait, Léo, la plupart du temps dans les démarches, il faut faire le portrait de comment la personne son organisation est faite, si elle a une compagnie de gestion, si elle a des fiducies. Toute cette organisation-là va nous permettre d'avoir un chemin qui va être plus intelligent quand on va faire la transaction. Donc, les risques fiscaux sont bien importants. C'est souvent une des premières étapes qu'on va regarder pour être sûr que quand on avance dans la démarche, on fasse les bons gestes, les bons moments. Si on doit purifier une entreprise, si on doit faire une fiducie pour protéger, faire quelque chose par rapport à la descendance, s'il y a quelqu'un dans la descendance qui a un problème de santé, admettons. Alors, c'est toujours parmi les premiers efforts qu'on va faire, c'est d'aller voir quelles sortes de risques fiscaux on va avoir et qu'est-ce qu'on doit regarder quand on fait une transaction de transfert d'entreprise. Effectivement. Et donc, là, on va faire affaire avec un spécialiste. Il va d'ailleurs avoir une autre capsule sur cette portion-là. Mais en fait, c'est aussi de dire, c'est optimiser, en fait, la structure corporative et ça peut amener, en fait, des délais dans le transfert d'entreprise pour X raisons. Si on doit créer une fiducie pour pouvoir multiplier l'exonération du gain capital, etc. Donc, ça va venir teinter un peu le délai dans lequel on va pouvoir faire cette transaction-là. À des fins d'international,
Une fiducie, c'est un trust pour les Européens, les Marocains. Donc, et puis, j'aime bien comment tu as présenté ça, hein, l'indépendance financière, parce qu'au Québec, au Canada, c'est une préoccupation que nos cédants, que nos chefs d'entreprise. C'est le fonds de pension de plus de 80% des chefs d'entreprise. La vente de leur entreprise, ça représente une grande partie de leur patrimoine à la retraite. Donc, ce qu'il faut viser, c'est l'indépendance financière. Hein? Alors, il n'y a rien de pire qu'un chef qui vend son entreprise et puis qui s'aperçoit quelques années plus tard qu'il va être à court de liquidité pour sa retraite. Alors, on te laisse poursuivre, Léo. Oui. Donc, l'autre risque, c'est au niveau des risques légaux. Donc, en fait, sous quel régime matrimonial notre propriétaire est-il marié? Donc, ça va un petit peu influencer la suite au niveau de sa retraite, mais aussi tout ce qui est, on parle de testament, de documents légaux, donc testament, mandat d'inaptitude et procuration. Donc, on veut venir tout attacher ça à un moment précis pour être sûr qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de choses qui sont laissées en plan. Donc, on veut regarder ça de façon globale pour voir quelles sont les décisions qui vont être à prendre immédiatement ou dans le futur, en fait. Là. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans un de mes mandats, mon fondateur est décédé soudainement, puis on lui avait demandé s'il avait fait son testament, puis il avait dit « c'est correct », sans toutefois vérifier. Et quand il est parti, avant la fin du mandat, il n'avait pas fait de testament. Ce qui a sauvé l'organisation, c'est qu'il a pu transférer ses biens parce qu'il était marié et il y avait un contrat de mariage. Alors, ils n'ont pas eu à payer d'impôts parce qu'ils ont transféré ça de cette façon-là. Mais c'était assez spécial parce qu'il n'avait pas fait son testament. Donc, c'était un élément important à regarder. Bien, tant qu'à donner un exemple, je me permets de dire que le statut matrimonial, tous les mandats que j'ai faits, moi, et la génération de nos parents, ils avaient des contrats de mariage. Les plus jeunes, dans la trentaine ou la quarantaine, parfois, ils n'ont pas de contrat de mariage. Alors, c'est la loi, la société d'acquêt, la loi québécoise qui s'applique. Donc, tous les acquêts pendant le mariage, incluant les actions de compagnie, ce qui n'est pas le cas de la séparation de biens, que nos parents, à l'époque, se mariaient en séparation de biens. Ce qui fait que moi, à chaque fois que j'ai fait des mandats, j'ai dit aux jeunes, ben, il faudrait que tu consultes ton conjoint ou conjointe pour changer de statut parce que c'est un risque important. Au Québec, on est environ à 50% de divorce, alors on peut dire que c'est un risque assez important. Alors, chaque pays a ses lois, comme le testament. Au Maroc, existe, mais de façon très, très minimale. Alors, en France, l'héritage est également encadré par la loi, tandis que nous, on est autorisé à tester, qu'on appelle, à transmettre selon notre bonne volonté. Hein? Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Ça fait qu'on vous amène les auditeurs à vraiment consulter des professionnels de chacun de vos pays parce que même au Canada, le Québec n'a pas les mêmes statuts matrimoniaux. La loi n'est pas la même entre provinces. Alors, ça aussi, s'il y a des Franco-ontariens ou manitobains qui nous écoutent, vous devez absolument vérifier dans votre province quels sont les régimes matrimoniaux, les testaments, la loi de l'héritage et tout, avant de prendre action parce que vous pouvez avoir des surprises. Le prochain risque, c'en est un de celui de la retraite. Évidemment, quand on est dans un processus de relève, souvent, c'est que les fondateurs ou les cédants sont rendus à un âge un peu plus avancé et donc ils sont au processus de vouloir rendre leur placement, comme tu disais, Nathalie, leur patrimoine d'affaires, le rendre un peu plus liquide, ou voir, en fait, se faire un plan. En fait, c'est de se faire un plan. Donc, en fait, souvent, à cette étape-là, on va établir quel est leur coût de vie versus le revenu de retraite. D'où va provenir, de quelles sources vont provenir l'argent nécessaire pour maintenir leur coût de vie ou pour vivre. Donc, en fait, donc, on va regarder aussi les revenus de placement et les revenus d'entreprise. Donc, on parlait tantôt de la structure corporative, mais évidemment, s'il y a des sociétés de gestion, il peut y avoir peut-être des investissements faits dans cette société-là qui
on va pouvoir obtenir des dividendes, etc., ou via le salaire dans l'entreprise. Donc, c'est tout ça, il faut regarder d'où ça provient et ça oblige à faire un plan de retraite, d'avoir quelque chose de concret pour savoir d'où vont provenir les sommes et vais-je en avoir suffisamment jusqu'à la fin de ma vie. Puis évidemment, on ne connaît pas notre date de décès au préalable. Donc, en fait, il faut jouer assez de sécurité à ce niveau-là. Ensuite, il y a les risques successoraux. En fait, on peut faire un bilan successoral pour justement établir quels sont, si je décédais ou ma conjointe décédait, soit de façon simultanée ou indépendamment, pour voir c'est quoi les impacts du décès sur la personne et sur les personnes qui restent survivantes. Et peut-être, à ce moment-là, se poser la question, ai-je besoin d'assurance vie dans le processus pour faire en sorte que les gens n'aient pas de problématiques dans le futur à avoir suffisamment de fonds pour payer l'impôt au décès. Au Québec, au Canada, c'est qu'en fait, à partir du moment où il y a le décès, il peut s'enclencher un processus qui fait en sorte que les impôts sont payables 6 mois suite au décès. Donc, ça vient très, très vite, surtout qu'on est, à ce moment-là, survient un décès, on est un peu dans les émotions. Puis c'est des choses qu'on oublie, mais le ministère du Revenu ne va pas nous oublier. Il veut notre bien. Il veut notre bien et il l'aura. Il l'aura, c'est ça. Les deux choses qui sont sûres dans la vie, c'est les impôts et la mort. Avant que tu continues, Léo, j'aimerais qu'on précise que dans ton évaluation d'entreprise, tu avais fait des ajustements. Oui. À la retraite, là, les gens ne sont pas conscients de tous leurs avantages qu'ils avaient là, dans l'entreprise. À la retraite, ils ne les auront plus. Alors, s'ils ils ont oublié de calculer ça, c'est-à-dire, je ne sais pas, certains avantages, on va simplifier les choses, là, si on en retirait de l'argent au noir, là, des sous-tables, oubliez ça. Donc, vous allez arriver dans votre coût de vie, vous allez être en déficit. Et puis, si vous êtes habitué d'avoir une voiture qui est payée par l'entreprise et là, vous devez payer votre propre voiture, vous pourriez également avoir des surprises. C'est très important de faire la distinction entre vos biens personnels et puis ce que vous allez avoir une fois l'entreprise vendue. Qu'est-ce qui va vous rester comme revenu et comme accès à des revenus via l'entreprise? Probablement rien. Donc, il va falloir avoir un remplacement de revenus. Puis, il ne faut pas oublier l'impôt là-dessus. Hein? Un avantage est net d'impôt. Hein? Alors, il faut prendre en considération si vous voulez maintenir le même coût de vie. Et de plus en plus, les gens vivent plus longtemps. Donc, à une certaine époque, les calculs se faisaient en disant on va dépenser moins à la retraite. Et de plus en plus, les gens voyagent, les gens gagnent leurs enfants. Donc, ils leur donnent, ils les aident financièrement ou ils achètent des maisons secondaires, des chalets. Hein? Ou les résidences pour personnes âgées coûtent une fortune. Hein? C'est vrai. C'est un déplacement des dépenses du couple ou de la personne qui va migrer d'un cadre à un autre, en fait. Là, tout à fait. Alors, il faut vraiment être réaliste puis se poser des bonnes questions parce que la retraite, elle peut être longue, agréable ou pénible. C'est pour ça que souvent, lors d'intervention dans un mandat, on va leur demander de faire un budget, déterminer leur coût de vie au moment où on se parle, donc avant qu'ils fassent le transfert à la relève, pour déterminer justement quels sont leurs besoins. Et souvent, de faire un peu, ils font des constats, c'est qu'ils se rendent compte que des fois, bon, justement, c'est de l'argent au noir, il ne faut pas trop en parler, mais c'est de l'argent au noir, c'est sûr que souvent, cet argent-là, on l'oublie, mais il a servi à certains besoins, restaurants, etc., qui fait que on ne le calcule pas. Mais c'est à partir du moment où on tient compte que si on va au restaurant 2 fois par semaine, ça fait plusieurs fois par année. Et puis là, à un moment donné, ça devient cumulatif, ce montant-là. Et on ne tient pas compte ni de l'entrée ni de la sortie. Donc, en fin de compte, on l'oublie. On est un peu comme des œillères. Mais à partir du moment où on en tient compte, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. C'est qu'il va manquer de revenus. Oui. Et on continue sur la même lancée au niveau des dépenses. On l'a vécu. Moi, personnellement, chez nous, on l'a vécu. Là. Je veux dire, là, je vous parle d'une histoire d'il y a à peu près 30 ans, là, mais il reste que ma mère, parce que mon père est décédé quand j'avais 10 ans, donc ma mère, il y a 30 ans, avait pas cette conscience-là. Alors, moi, comme relève, je devais gérer les demandes, justement de revenus additionnels. Et la relève, il faut aussi que les gens soient conscients qu'il y a souvent des conditions bancaires
sur des rachats d'actions, hein? Des actions privilégiées qui ont des valeurs qu'on pourrait racheter au fil des années. Bien, on ne peut pas en racheter le montant que le cédant veut ou même que la relève voudrait bien donner. Donc, il faut être conscient qu'il faut faire ses devoirs avant. Exact. Après. Alors, parce que ça peut être décevant, puis ça peut être source de conflit. Exact. Puis ça met aussi une pression sur l'entreprise par la banque. Oui. Ici, le modèle, en fait, c'est un exemple, ce qu'on retrouve fréquemment, et même, je dirais qu'il est quand même conservateur. C'est-à-dire que quand on fait faire l'exercice à nos cédants, c'est de voir quelle est la répartition de leur patrimoine total, familial. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans cette exemption, on voit qu'il y a 29 de son patrimoine, c'est des liquidités, des placements ou des biens personnels. Alors, biens personnels, c'est la maison, chalet, etc. Fait que les liquidités, c'est vraiment, ça sert à vivre, donc à payer l'épicerie, si on veut, là. Alors que les intérêts d'affaires, bon, c'est plus de la détention dans des actions. Fait que dans notre situation ici, c'est qu'on voit que 71 de son fonds de pension, en fait, est immobilisé dans ses intérêts d'affaires qui a un risque, on l'a dit dans l'autre capsule, mais en fait, il y a un risque d'affaires là-dedans qui fait en sorte que va-t-il se réaliser avec la valeur qu'on a déterminée au niveau de l'entreprise. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que souvent, quand on arrive dans un mandat, on se rend compte que bon, la personne n'est pas indépendante financièrement parce qu'elle doit faire en sorte que ses intérêts d'affaires ne perdent pas de valeur et aussi, il faut qu'il la rende liquide, c'est-à-dire qu'il faut qu'il change ses investissements en une liquidité qui va faire que pour payer sa retraite, il va avoir besoin d'entrées récurrentes d'argent qui va faire en sorte qu'il va arriver à vivre et à supporter son coût de vie. Donc, c'est souvent ce qu'on voit dans cet exemple-ci. Puis c'est là souvent que ce qu'on se pose comme question, est-ce que je peux vendre au moment où on se parle? Parce que si mon patrimoine d'affaires n'est pas suffisamment important, bien, ça fait en sorte que tout mon plan de retraite ne fonctionne pas. Mm-hmm. Bien, on peut parler, je lisais dans la presse hier que vous savez que Air Canada voulait acheter, il y a une intention de racheter Transat, il devait payer, je pense, autour de 13 $ de l'action, et là, Air Canada dit, excusez, mais on va payer 5 $. Ce qui veut dire qu'il y a des événements, puis là, je dis Air Canada, mais je me mets dans la posture des chefs d'entreprise de PME actuellement. On va être réaliste, certains sont à risque. Effectivement. Et donc, si on anticipait il y a peut-être 1 an une certaine valeur, mettons une entreprise qui valait 2 millions, peut-être cette même entreprise-là aujourd'hui, à cause de la conjoncture de la pandémie, peut peut-être valoir seulement 1 million parce qu'il n'a pas vendu. Et donc, il vient de perdre 1 million de son patrimoine d'affaires. Et donc, son plan de retraite ne fonctionne plus potentiellement. Oui. Il a 2 millions ou s'il fallait qu'il augmente. Donc, en fait, c'est ça, il doit se poser la question, est-ce que j'ai suffisamment de patrimoine personnel et quelle est la composition aujourd'hui? C'est sûr que si j'ai fait quelques mandats où les cédants étaient plus jeunes, puis il y avait cette perspective-là, puis il y avait déjà une certaine indépendance financière. C'était pas à 100%, mais ça fait en sorte que c'est sûr que ça vient enlever un élément de risque, un élément de pression à vendre à la relève. Et ça facilite tout le processus aussi dans la faisabilité. En fait, plus le cédant est indépendant financièrement, plus ça va faciliter le processus de relève. Et les gens de la relève, les gens qui prennent la relève aussi trouvent ça plus agréable parce qu'ils n'ont pas toujours quelqu'un qui surveille qu'est-ce qui se passe parce qu'ils sont insécures de chaque mouvement des nouveaux propriétaires de l'entreprise. Alors, idéalement, si je comprends bien, Léo, on faudrait arriver à l'inverse. Exact. En fait, c'est pour migrer d'un modèle à un autre, c'est-à-dire qu'il faudrait que les liquidités, placements et biens personnels représentent en fait 70 à la retraite de son patrimoine conjoint. Donc, ça veut dire que on est venu liquifier, ou en tout cas, on est venu mettre de l'argent liquide ou en forme de placement qui rapporte soit des intérêts, des dividendes, etc., ou qui fait du gain en capital, et réduire l'intérêt d'affaires progressivement pour qu'éventuellement, ces intérêts d'affaires soient à 0 et que tout son portefeuille soit sous forme de liquidité ou de placement, qui va générer des revenus de placement qui vont faire en sorte que ça va couvrir son coût de vie. Donc, il faut migrer d'un modèle à un autre, mais pour migrer, il faut faire le point, savoir faire un bilan à un moment donné, dire où je suis là et c'est quoi mes risques, il faut que je migre vers un autre modèle. Puis
quelles sont les actions pour y arriver? Mais en fait, c'est la vente de l'entreprise partielle ou totale qui va faire en sorte qu'on va y arriver. Dépendamment de l'âge du cédant, évidemment, ça aussi, c'est un élément. Fait que plus on est âgé, plus le délai devrait être court. Donc, ça met de la pression sur le processus de relève. Donc, c'est tout ça, c'est tous des éléments qui sont des vases communicants, en fait, aussi, là, qui font en sorte que ça augmente le stress. Et c'est pour ça qu'on voit souvent, on voit souvent des gens qui ne vendent pas la totalité, qui vont continuer, ils vont en vendre une partie. On va donner un exemple, ils en vendent 25 pour que le 75 ils continuent à s'enrichir. Mais cette politique-là, ce qu'on appelle une politique de dividende, plus on la fait tôt, plus justement, on se crée une indépendance financière le moment venu d'une transaction. Et actuellement, moi, je parlais à des clients, ceux qui ont une indépendance financière pendant la pandémie, pendant le COVID, ils sont beaucoup plus paisibles de passer à travers cette crise-là que ceux que c'est 80 de leur patrimoine à la retraite. Mais même pas à la retraite, là, 80 de leur patrimoine, c'est l'entreprise. Alors, ça, on sonne la cloche, là. C'est toujours le moment de commencer à se planifier une politique de dividende. Hein? Mais il faut commencer un jour. En fait, ce qu'on fait là est beaucoup plus stratégique. Hein? Puis d'ailleurs, souvent, les entrepreneurs sont beaucoup plus opérationnels, sont dans les opérations, c'est des élites dans les opérations, dans la gestion aussi. Mais au niveau stratégique, c'est un petit peu ça. On parlait tantôt de l'organigramme corporatif. En fait, c'est une vision plus à long terme d'où on va, ou d'où on part, d'où on va. Et là, c'est sûr de mettre en place des façons de faire parce que, bon, des programmes de dividendes, souvent, ça n'existe pas dans les PME. Les gens disent, bon, s'il y en a, s'il en reste, on va les verser sous forme de dividendes. Mais aussi, ils peuvent avoir le réflexe de vouloir réinvestir aussi de façon massive, soit dans les équipements et ces choses-là, sans se poser la question, OK, mon plan de retraite. Ils vont utiliser le fonds de roulement pour faire de l'investissement à long terme. C'est une mauvaise décision, ça, parce qu'ils font de l'autofinancement, mais dans le cash flow. Fait que souvent, c'est préférable, justement, d'aller emprunter parce que les intérêts sont déductibles et puis de verser une politique juste pour diminuer son risque. C'est déjà une très bonne raison. Puis en plus, ce qu'on a dit, puis je pense que ça a glissé rapidement dans la discussion, c'est que des transactions de personnes apparentées, ils n'ont pas le droit à l'exemption de gain en capital. Exact. Les gens ne le savent pas, puis moi, je suis de l'école de l'injustice fiscale. Je trouve que c'est une injustice parce que j'ai rarement vu des entreprises familiales qui avaient le moyen d'avantager leurs enfants. Si on part du principe que 80 et plus des entrepreneurs, c'est leur fonds de pension. Fait qu'ils n'ont pas le moyen de vendre à rabais. C'est ce que je dis. Alors, on peut parler d'une somme qui tourne autour de 250 000 de pertes. Là. Exact. On vous parle en dollars canadiens en passant. Hein? On ne vous parle pas en dollars américains. On n'a pas le même taux de change. Je vous inviterai à aller vérifier sur un site Internet sur des convertisseurs de devises. Donc, maintenant, on a aussi les enjeux pour la relève parce que, bon, en fait, il y a deux intervenants. Il y a le cédant, il y a la personne qui vend, il y a la relève, celle qui va acheter, en fait. Donc, on a des enjeux aussi de son côté. Et donc, aussi, on va se poser la question, quelles sont ses capacités personnelles de payer? Bon, est-ce qu'ils ont des liquidités actuellement au moment de la transaction? Donc, pour faire une mise de fonds initiale. Donc, ça représente un peu son engagement moral, mais aussi financier dans l'organisation. Puis, est-ce qu'il y a aussi une capacité d'emprunt? Peut-il emprunter pour combler, soit acheter à 100% au moment de la transaction le pourcentage d'actions qu'il désire acquérir, ou va-t-il aller soit emprunter ou être autofinancé par le cédant? En fait, il doit se poser la question, est-ce que j'ai la capacité financière avec les actifs que j'ai comme relève de faire ça? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça tient la route? Bien, je dirais aussi qu'il y a une notion de croyance là-dedans. Hein? Alors, si on prend, moi je l'ai vu que même avec des cadres, OK? Il y a des chefs d'entreprise qui disent, moi c'est important que les jeunes qui vont me racheter, aillent à la banque parce que c'est un apprentissage. Ils vont apprendre quelque chose, puis aussi, ils ont une obligation de remboursement, puis ça crée une certaine discipline, puis
ça les embarque dans le monde des affaires et de la réalité. Parce que, tu sais, si tu n'as pas le moyen, tu ne payes pas tes parents, tu peux jouer un peu, ils sont plus élastiques. Hein? Moi, je dis toujours, ton argent, tu peux la perdre tant que tu le veux, celui de la banque, tu ne la perds pas trop longtemps. Alors, ça, c'est une école de pensée. C'est important que ce soit clarifié, ça. Est-ce que pour le cédant, c'est important que la relève aille emprunter? En fait, on a vu plusieurs cas où est-ce que les jeunes ont dû mettre un montant de base. Oui. Et en allant emprunter, certains d'entre eux ont appris rapidement que dans les institutions financières, au-delà d'un certain seuil, on passe dans une autre catégorie d'emprunt qui demande beaucoup plus de permission, beaucoup plus de difficultés à avoir. Alors, ça fait en sorte que tout le monde, les jeunes, sont conscients que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont obligés de faire des efforts supplémentaires pour aller emprunter et ça les conscientise et ça fait en sorte que leur engagement est plus ferme par rapport au processus de relève. Quand c'est les parents qui prêtent, là, comme tu dis, c'est élastique. Alors, ils ont toujours une petite marge de manœuvre, ils se sentent protégés. Alors que si tu vas vraiment chercher dans une institution financière, ça fait une grosse différence par rapport oui, c'est de l'éducation économique. Oui, hein? Alors là, moi, je dis toujours au chef, c'est comme si tu lui laissais à ton enfant, parce que, tu sais, nous, les transactions, on peut se dire qu'il y a, contrairement peut-être à d'autres réalités, mais ici, au Canada, il y a souvent des soldes de prix de vente. Okay? Donc, il y a peut-être une mise de fonds qui se donne, mais après ça, il y a des remboursements qui vont s'échelonner dans le temps et c'est souvent des rachats d'actions privilégiées. Okay? Ce qui fait que le fait que la relève ait une formation en éducation économique en allant emprunter à la banque, donc c'est là, ils passent à travers un certain processus de réalité. Je leur dis toujours, est-ce que tu laisserais conduire ta voiture à un enfant qui n'a pas de permis de conduire puis qui ne touche pas aux pédales de la voiture? Ben, c'est la même affaire. Fait que tu laisses gérer ton enfant, ton fonds de pension. Fait que les gens, ils trouvent que ils ne prennent pas conscience de ça parce qu'ils pensent que leurs enfants, ils sont bons, ils sont beaux, ils sont intelligents. Je le sais, j'ai déjà été belle, jeune et intelligente dans le regard de ma famille. Et je sortais d'HEC, puis honnêtement, je ne savais rien, mais je savais apprendre, j'étais curieuse. Mais c'est une très, très grosse responsabilité. Alors, je trouve que moi, je suis de l'école, je vous dirais que je suis de l'école de l'emprunt. Parce que c'est une très grande responsabilité envers ses parents ou envers des actionnaire. Faut être informé, puis ça peut passer à travers l'emprunt. Oui, puis en fait, c'est de l'éducation, mais aussi ils vivent une expérience de se commettre et de vendre leur salade, en fait, d'y croire, en fait. Ça démontre leur engagement, qu'ils croient au projet, puis ils croient à l'entreprise. Donc, c'est une des raisons pourquoi on donnait des cours de gestion financière, Léo. Exact, oui. En fait, pour augmenter leur connaissance, pour leurs habiletés, pour leurs habitudes. 2 formations essentielles, leadership et gestion financière. 98% des relèves en ont besoin. Le 2%, c'est parce qu'ils ont fait, nous, on appelle ça le bac, là, mais disons qu'en Europe, on appelle ça une licence en finance. Ou en comptabilité, ceux-là, bon, ils ont plus de conscience. Ben, ce n'est pas parce qu'ils ont de la conscience, c'est juste qu'ils ont étudié, ils ont plus de connaissances. Exact. On t'a encore coupé, Léo. Vas-y. Non, ça va. Donc, ensuite, en fait, c'est la capacité de l'entreprise à générer des profits ou des flux monétaires. Donc, en fait, par le processus, dans ces enjeux, souvent dans les organisations, il n'y a pas de processus budgétaire, il n'y a pas de budget, il y a en plus des projections encore moins. Donc, en fait, c'est tout d'établir ça, puis de voir qu'est-ce qui s'est fait dans le passé, puis vers où on s'en va, c'est quoi notre rêve en tant qu'organisation, notre vision. Puis en fait, c'est aussi, parce que là, dans l'autre capsule, on parlait qu'on générait des bénéfices, mais en fait, c'est l'allocation des flux monétaires. C'est souvent dans les PME, on fait ça plus comme ça vient, et donc on n'a pas de programme, on n'a pas de politique, on n'a pas de façon de voir. Donc, en fait, c'est l'argent qui est généré année après année, on va en faire quoi? Donc, est-ce on doit en conserver une portion pour le fonds de roulement, pour maintenir, si on a une croissance, il va falloir maintenir un fonds de roulement un peu plus important parce qu'ils vont faire l'appariement entre le moment où on paye nos fournisseurs et on encaisse nos clients.
Est-ce qu'on a des besoins en investissement en immobilisation? Doit-on acheter des nouvelles immobilisations? Puis on parle de quel ordre? Parce que c'est sûr que si on réserve des fonds pour de l'argent pour le fonds de roulement puis pour les immobilisations, même si on en finance une bonne portion, ben ça va réduire le montant qui est disponible pour fin de dividende qui va être versé aux actionnaires. Donc, en fait, et lui, bon, dans le cas de la relève, son enjeu, c'est OK, combien de dividendes vais-je pouvoir encaisser pour pouvoir, si j'ai emprunté, pouvoir rembourser mon emprunt ou avoir un retour sur l'investissement. Parce que donc, on se met comme dans le cadre d'un actionnaire. L'actionnaire doit penser en termes de risque, mais aussi en termes de retour sur l'investissement. Et son retour sur l'investissement, la façon qu'il se fait, c'est sous forme de dividendes. Un. Et deux, ben, la prise de valeur future pour l'actionnaire de son placement. Aussi, dans la faisabilité du remboursement, donc, on va regarder sur quelle durée avec ce qu'on vient de dire. En fait, l'entreprise, elle peut générer combien de prix monétaires, de cash, de comptant ou du montant disponible à être versé aux actionnaires. Ça va faire en sorte qu'on ait reteinté la durée du remboursement. Et donc, plus la durée est longue, plus ça devient risqué. Plus le remboursement est court, moins c'est risqué. Évidemment, la relève, elle peut avoir un impact. C'est si elle fait la différence dans l'organisation, dans l'entreprise, elle fait en sorte que par sa contribution, il y a une croissance des bénéfices et donc des flux monétaires. Donc, évidemment, plus le montant de dividende sera en croissance, plus il pourra rembourser son rachat plus rapidement et donc son risque diminuera. Mais Léo, habituellement, combien de temps, tu sais, quand on sait là, combien de temps à peu près on doit prévoir que la relève va payer son emprunt? Tu sais, on dit sur 15 ans, sur 5 ans, sur… En fait, on met une période de 7 ans parce que, bon, ça se peut qu'il y ait des bonnes années. Donc oui, la période de remboursement raccourcie, mais d'avoir 7 ans avec un minimum, toujours avoir le même montant de dividendes, ça serait un peu utopique. Donc, en fait, il risque d'avoir des bonnes années, il risque d'avoir des moins bonnes années. Mais il faut qu'au final, ça puisse se faire le rachat sur une période de 7 ans. Ouais. Je dirais que j'aimerais ça peut-être préciser que quand on parle de dividendes, c'est c'est le véhicule de remboursement, mais une des sources d'insatisfaction des relèves, c'est quand 100% des dividendes qui vont être versés vont servir au remboursement. Fait qu'il faut quand même être… parce que si pendant 7 ans, tu travailles très fort et que 100% des dividendes vont servir au remboursement, ça peut créer de la frustration. Ça fait que des fois, il faut lâcher un petit pourcentage, aux relèves pour qu'ils puissent aussi profiter de leur travail, pas juste en termes de rémunération, là, mais en termes d'enrichissement sur le moment, là, pas attendre 10 ans avant d'en profiter parce que ça crée de la frustration. Exact. Souvent, par contre, c'est là la répartition du dividende qui va servir au rachat versus un dividende qui pourra rester entre les mains de la relève. C'est ce qu'il faut déterminer, puis c'est quelle ampleur. En fait, et ça fait partie un peu des enjeux du cédant. En fait, plus il est indépendant financièrement, plus il va pouvoir donner de la latitude à ce niveau-là. Si moins il est dépendant financièrement, moins il va vouloir en laisser. Il va vouloir se payer en premier parce que sa prise de retraite, elle va être beaucoup plus près que la relève, on présume. Enfin, le dernier point, c'est l'enrichissement à moyen et long terme. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, notre relève aussi veut, dépendamment de l'âge qu'elle a, veut aussi son enrichissement. Donc, son enrichissement, c'est éventuellement pouvoir s'acheter des biens personnels, puis il va pouvoir y arriver comment? Par la réception de dividendes, en fait. Mais une fois qu'il aura remboursé son investissement initial. Et par la suite, pour qu'il puisse s'enrichir, ça va être aussi des placements. Donc, pour diversifier son portefeuille d'intérêts d'affaires, il peut aller dans des placements qui sont hors de l'entreprise. Et donc, là, il commence à avoir les mêmes enjeux, en fait, que le cédant, c'est-à-dire de créer son patrimoine personnel, créer son indépendance financière au même moment. Donc, on voit plus ça dans un cadre moyen-long terme, parce que c'est pas à court terme qu'il va pouvoir le réaliser. Oui, puis oui, si tu me permets, Léo, c'est un des problèmes, je dirais des problèmes. Il faut être conscient, c'est quand tu es la relève qui travaille dans l'entreprise, tu es actionnaire, tu travailles dans l'entreprise, et puis tu enrichis
ceux qui ne sont pas dans l'entreprise. Bon, on va prendre le cas d'une famille. Si tu as 2 qui travaillent, sur 4 enfants, tu en as 2 qui travaillent dans l'entreprise, 2 qui ne travaillent pas dans l'entreprise. Et puis là, tu travailles, mais tu enrichis la collectivité. On peut voir ça, exemple, comme qui était notre cas à nous, parce que moi, j'avais une sœur sur les 6, j'avais une sœur qui n'était pas dans l'entreprise. Bien, ceux qui travaillent dans l'entreprise, là, ils peuvent vivre certaines frustrations. Donc, il faut absolument arriver à gérer cette équité-là, soit par de la rémunération, hein, se payer le juste prix. Okay? Ou si ça devient trop contraignant, ben, une des options, ça peut être de les racheter quand les parents quand ça a été fait avant qu'on prenne la relève puis qu'on doit subir, on peut les racheter, comme c'est arrivé dans le cas d'une des familles de Suzanne où elle parlait d'un certain conflit, ou de faire vraiment une prise de conscience, c'est-à-dire quels sont les enjeux, si, exemple, les parents veulent que tous les enfants veulent qu'ils soient actionnaires ou qu'ils héritent de l'entreprise parce que, bon, au Québec, on le voit de moins en moins parce que ça fait à peu près une trentaine d'années qu'on travaille sur la transmission d'entreprise. Et si je me positionne au Maroc, où souvent les familles vont hériter des entreprises, et moi, là, je ne peux pas juger le système d'héritage du Maroc, mais ce que je veux dire, c'est que le chef d'entreprise qui était seul maître à bord va avoir maintenant, ça peut être des conjoints, des conjointes, des enfants, ça peut être des cousins, des cousines, des oncles. Alors, une entreprise, ce n'est pas de l'argent liquide. L'argent liquide, ça se sépare bien. Alors, si tout le monde veut devenir, pense en héritant qu'ils vont devenir gestionnaires ou pense en héritant qu'ils vont avoir automatiquement des dividendes, je peux vous dire que vous vous réservez une bombe, c'est une bombe à retardement. Tôt ou tard, il va y avoir des conflits et parce que nous, chez nous, on l'a vécu, parce que Suzanne, Léo et moi, on a géré des conflits de ce genre-là et je le vois au Maroc. Hein. La leçon est toujours de faire une distinction entre le patrimoine familial et l'entreprise familiale. C'est très important. Oui, c'est très important. Parfait. D'ailleurs, c'est pour ça que si la première diapositive au départ, on parlait de la répartition des efforts. En fait, quand on parle du côté humain, c'est un petit peu mettre la table dans ce cadre-là, parce que quand on arrive dans les parties aspects financiers, si on a mis la table comme il faut au niveau des côtés humains, parce que c'est des enjeux hein, aussi là, qui vont faire qu'on va venir teinter toute la démarche au niveau de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on démocratise ces capsules-là, pour que ça crée de l'éveil chez les gens, puis qu'ils se disent, oh, il y a des éléments que c'est pour créer des déclencheurs. Ouais. Des déclencheurs pour aller consulter, des déclencheurs pour avoir des conversations. Okay? Là, la compréhension. Ouais. Le prochain point, c'est qu'on a parlé des éléments, les deux groupes de personnes, les cédants et les relèves, qui sont les acteurs majeurs. Mais si on veut que ça se passe et que les cédants reçoivent leur argent, que les repreneurs puissent continuer l'entreprise, il faut qu'on tienne compte que c'est l'entreprise le cœur de notre démarche. Il faut que l'entreprise soit en continu et il faut qu'elle continue à fonctionner. Donc, il y a des enjeux dans l'entreprise. Puis si on est dans une entreprise, on va vous donner 5 exemples. Si on est dans une entreprise où on fait des dactylos puis il n'y en a plus qui s'achètent, bien, on a un problème de relève. Là, tu sais. Si on a une entreprise qui est dans un milieu qui est pas, dont la concurrence est féroce, on a aussi un problème. Alors, on va vous présenter ici 5 risques inhérents à l'entreprise qu'il faut tenir compte quand on va faire un transfert d'entreprise, voir si on a une chance que ça réussisse ou si on a une chance qu'on voit nos efforts pas aboutir. Alors, voici. Alors, Léo, vas-y pour notre risque. En fait, le premier, c'est il n'y a pas d'ordre nécessairement, mais parce que, bon, il faut commencer quelque part. Mais en fait, on va parler des risques commerciaux. Parce qu'en fait, c'est l'entreprise où elle est présentement, d'où elle vient, où elle est présentement, où elle va. Est-ce que son marché est en déclin? Donc, il faut connaître notre concurrence, connaître où on est, où on va. Et donc, ça, c'est un risque parce que, bon, est-ce que l'entreprise est dans un secteur qui, comme tu as dit ton exemple, fait des appareils photos, il fait des appareils photos qui font des photos instantanées, bien, on sait que tous nos téléphones cellulaires peuvent se regarder à prendre des bien meilleures photos que ça. Fait que donc, en fait, il faut juste
évaluer ça. Fait que souvent, ça va être dans un plan stratégique, mais on les appelle risques. On pourrait dire enjeux. Mais en fait, c'est de dire où je me situe, puis comment je vais arriver à gérer ces risques-là. Comment je peux faire en sorte que si mon marché est en déclin, est-ce que j'ai ou si mes produits sont désuets ou j'ai beaucoup de concurrence, qu'est-ce que je vais faire de différent pour que tout ça fonctionne? Il faut que je me pose la question et il faut que je me dise quelle est maintenant ma vision, mon plan d'action pour contrer ces éléments-là de risque. Ouais. On a le deuxième risque qui est, puis en fait, quand ces risques-là qui sont là, que vous allez voir, en fait, c'est le financier, le prêteur bancaire ou l'institution financière qui va financer le projet de transfert ou qui va financer l'entreprise au niveau d'une marge de crédit ou du financement à long terme. C'est tous des éléments qu'il va mesurer. Et donc, moins le risque est élevé, meilleur va être le taux d'intérêt chargé, en fait, parce qu'il va y avoir moins de risques. Ça se monnaie. Oui, c'est ça. C'est des vases communicants. Donc, le risque de gestion, donc, est-ce que notre structure actuelle est bien adaptée? Souvent, dans les entreprises, ce qu'on remarque, c'est qu'elle a vécu une croissance, elle n'a pas remis en question son modèle d'affaires ou ses structures, ses façons de faire, qui font en sorte que c'est peut-être trop lourd, ou en fait, on peut avoir des meilleures solutions. Donc, il faut se poser la question, au niveau de la structure que j'ai présentement, est-ce qu'elle est optimale? Si elle ne l'est pas, bien, il faut que j'anticipe l'avenir pour me dire, il faut que je me rende optimal pour le futur, pour mon plan. Si je prévois une croissance du chiffre d'affaires, qui fait en sorte, est-ce que je vais avoir les ressources, est-ce que je vais avoir les systèmes qui vont faire en sorte que ça va supporter? Puis, Léo, dans le cas de la structure comme ça, souvent une fois quand la personne qui est la fondatrice a fait une équipe autour d'elle, et quand cette personne-là part, ça crée un vide. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est capable de remplacer cette personne-là? Puis est-ce qu'on est capable aussi de faire en sorte que la personne qui prend la relève ne travaille pas 90 heures semaine, comme c'était dans le temps, parce qu'elle doit remplacer 1, 2, 3 personnes. Alors, il faut vraiment regarder la structure. En fait, c'est la structure organisationnelle aussi. C'est que quand on parle de relève, d'avoir quelqu'un qui va acheter l'entreprise ou qui va faire la continuité au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau à l'interne, y a-t-il des relèves pour chacun des postes de gestion qu'on a? Si j'ai une personne qui est un directeur de la production, est-ce que, puis il est rendu à un certain âge avancé, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut être son dauphin, qui va faire en sorte que la continuité va être assurée? Parce que, on le regarde de façon macro, la continuité d'entreprise, mais il faut regarder à l'intérieur des processus, des façons de faire. Est-ce que c'est présent? Ben oui. Puis on s'entend que ce n'est pas parce que les collaborateurs qui fonctionnaient bien avec le cédant, la première génération, qu'on va avoir une harmonie puis que ça va bien fonctionner. Ça fait, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des gens qui vont quitter. Il y a du ménage qui va se faire à l'interne et à l'externe. Moi, le premier que j'ai remercié de ses services, ça a été l'expert comptable. C'est le premier. Ensuite, ma tante était contrôleur, elle a été la deuxième. Alors, ceci étant dit, il y a tout le monde, je n'ai pas vu une seule entreprise qui a gardé 100% des collaborateurs internes, externes du début à la fin. Il y a toujours du ménage. Il faut vraiment avoir une relation, une chimie entre les personnes. Mm-hmm. Et des fois, c'est pas le cas. Exact. Ensuite, on a les risques financiers. Évidemment, on ne s'en sort pas. Là. Il faut quand même regarder la situation, le bilan financier, le montage financier. Donc, en fait, il faut arrimer notre bilan ou notre structure financière avec aussi notre vision. Donc, en fait, il faut être capable de voir est-ce qu'elle va supporter cette croissance-là ou qu'est-ce qu'il faut... En fait, c'est le questionnement qu'on parlait tantôt. Va-t-on devoir investir dans des immobilisations ou dans des changements qui vont faire que ces ressources-là ne seront pas disponibles pour le versement de dividendes. Donc, il faut être conscient que tout ça, c'est tout interrelié, en fait, dans le modèle, en fait. Là. Ça se pourrait que les systèmes informatiques datent de... Exact, de Mathusalem, évidemment. Autre époque, et ça coûte cher. Exact. Puis quand on embarque, parce qu'on connaît que les gouvernements ici au Canada ont fait des changements, puis on investit beaucoup d'argent dans des changements technologiques, puis qui, c'est pas, évidemment, c'est les contribuables qui payent, puis ça a augmenté le coût des projets. Mais dans l'entreprise privée, on ne peut pas avoir cette situation-là. C'est l'actionnaire qui va payer ultimement. Donc, en fait, il faut vraiment qu'il soit prévoyant, qu'il
coordonnent correctement ces changements-là. Au niveau des risques techniques, bon, il y a peut-être des rattrapages. On parle, tu viens de le dire, c'est que si les systèmes sont en place, pas nécessairement informatiques, mais les façons de faire qui sont en place, ou toutes les immobilisations, les machines sont pas performantes, sont sous-performantes. On parle beaucoup au Québec et au Canada d'augmenter notre taux de productivité. Fait qu'en fait, c'est ça un petit peu. C'est que est-ce qu'on a des équipements qui sont désuets, puis quel va être l'effort pour passer à une étape où pour faire notre croissance, pour avoir plus d'efficacité, il va falloir investir. Puis on parle de quelle offre, en fait. Moi, j'ai un exemple à vous donner de l'opportunité qu'on a eue quand un jeune est venu prendre la relève de ses parents. Ses parents avaient tout dans leur tête de comment on faisait un estimé d'un projet, tout ça. Et le jeune qui n'avait pas travaillé dans ce domaine-là était mal pris parce qu'il ne pouvait pas arriver sur un chantier puis faire le même estimé dans sa tête. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'au moment où on a fait le transfert, on a pris tout ce qu'il y avait dans la tête du propriétaire puis on l'a mis sur un fichier Excel. Et le jeune a pu prendre comme ça, comment ça se faisait. Et le propriétaire qui disait « j'en ai trop dans la tête, ça n'a pas de bon sens », quand la relève a pris la relève, a comme professionnalisé tout ça, ça a détendu toute l'atmosphère, mais on avait un jeune qui avait un talent particulier dans les chiffres et qui pouvait faire ça. Alors, il a pu compenser pour le manque d'infrastructures d'analyse et tout de suite, il a dit, moi, il faut que je mette l'emphase là-dessus parce que je ne pourrais pas arriver sans ça. Alors, il y a toujours des risques et des opportunités et quand ça se passe bien, ce jeune-là a pris la relève dans le temps de le dire. Il y en a qui coûtent moins cher que d'autres, effectivement. Tableur Excel, c'est pas très dispendieux. Oui, c'est ça, mais c'est quand même, il fallait le faire. Tu sais, oui. Et le dernier, bien, les risques socio-économiques, en fait, le recrutement de la main-d'œuvre, on en parle beaucoup présentement. Donc, la rareté, est-ce que dans quel secteur je me situe? Est-ce que j'ai besoin de main-d'œuvre qualifiée ou non? Mais ça va venir teinter mon risque. Est-ce que cette main-d'œuvre-là est disponible? Dois-je aller la chercher dans d'autres pays? Donc, en fait, ça va venir teinter un peu mon risque. En fait, donc, on voit que ces 5 risques-là, puis c'est pas les seuls, mais on peut les avoir plus détaillés, faire en sorte que, en fait, être en entreprise, c'est gérer des risques. Donc, il y a une situation qui survient, OK, comment je vais gérer cette situation-là? Puis, si elle est récurrente, bien, il faut que je le gère parce qu'en fait, si elle est récurrente, ça fait en sorte que j'ai une problématique dans mon organisation qui ne gère pas ce risque-là. Donc, on voit l'expert comptable en toi de nous parler de risque. Oui, non, mais comme investisseur, en fait, c'est toujours comme investisseur ultimement. Et puis, en fait, c'est d'être vendeur parce qu'en fait, plus on les gère, ces risques-là, plus on va être capable de dire à notre prêteur, notre institution financière qu'on les gère. Fait que là, lui, il va dire « Wow, t'es bon, t'es un bon manager. » C'est pour ça que je dis toujours à la relève, moi, si tu veux te débarrasser rapidement de tes parents, là, il faut que tu aies la posture de quelqu'un qui maîtrise la gestion de risque. Tu connaisses tes ratios de fonds de roulement, tes ratios de bénéfices, ton prix de revient. Alors, plus tu as l'air, plus tu connais tes data, là, tes informations de gestion, plus tu inspires confiance, plus tes parents vont te donner de l'accord. Puis ton banquier, quand tu lui dis un instant, je connais mes ratios, puis voilà, j'aimerais ça qu'on diminue justement le taux d'intérêt parce que la prime de risque que j'avais, je ne l'ai plus. Mon fonds de roulement que vous exigiez, maintenant, il a diminué. Alors, plus vous avez l'air compétent, plus vous êtes un bon négociateur pour les prêteurs, puis aussi vous rassurez les vendeurs. Ça, c'est clair et c'est certain. Alors, puis le recrutement de la main-d'œuvre, je dirais que la moitié de nos mandats, Léo, qu'on faisait, à peu près le premier poste qu'on recrutait, qu'on recommandait, parce qu'on s'en apercevait rapidement, c'était soit un directeur financier ou un contrôleur. Mm-hmm. C'était le poste, parce que c'est celui qui détient, c'est vraiment le gardien de l'information, puis l'optimisation de l'information, et c'est celui qui va aider la relève dans énormément de dossiers, que ce soit en prix de revient, que ce soit en négociation bancaire, que ce soit à tout ce qui est administratif, parce qu'on est aussi un pays où il y a quand même une charge administrative assez lourde. Bon, moi, je me vante souvent qu'on est beaucoup moins lourd que nos amis français. Il y a quand même une lourdeur, effectivement. Il y a quand même une lourdeur.
Alors, ceci, bien, il y a des différences. Regardez, eux, ils payent les employés, la rémunération se verse au mois. Nous, au Canada, on ne connaît pas ça. C'est soit hebdomadaire ou bimensuel à tous les 2 semaines, mais eux, ils payent les salaires au mois. Alors, on a chacun des façons de fonctionner, mais ça reste qu'il y a des lourdeurs administratives. Oui. Alors, je pense que c'est la dernière diapo, hein? En fait, ce qui est important, oui, en fait, ce qu'il faut ramasser tout ça, c'est qu'il faut s'assurer que quand on fait cette démarche-là, quand on regarde tous les éléments, il ne faut pas mettre que les enjeux de l'entreprise mettent à mal notre processus. Parce que si on piège une ou l'autre des générations, on n'arrivera pas. C'est vraiment… La faisabilité, c'est ce qui rassure tout le monde. Les gens, souvent de fois, nous autres, on le fait la faisabilité toujours, mais les gens font la juste valeur marchande, puis après ça, ils laissent tout ça en plan. Mais si on ne rassure pas la relève, si on ne rassure pas les cédants, on n'arrive pas à faire en sorte que les gens prennent avec enthousiasme le projet. Ils sont toujours un peu inquiets, ils vont regarder est-ce qu'ils ont bien fait ça, ils vont surveiller plus étroitement, mais à partir du moment où on a bien fait les choses, on se retrouve et que dans l'entreprise, on a bien géré les risques, bien à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile parce que tout le monde a confiance dans le processus. Moi, j'appelle ça notre projet rassembleur parce qu'on regarde, tout le monde regarde dans la même direction et tout le monde avance dans la même direction. Le rêve est assez grand qu'on le voit de loin. Alors, on peut s'enligner pour réussir ce rêve-là. Avez-vous des commentaires à rajouter? Moi, j'ajouterais que, tu sais, notre rôle à tous les trois, là, ça a toujours été de nourrir le processus décisionnel. Et les gens, que ce soit les cédants ou les reprenants, qu'ils soient familiales ou non, les gens, ils ne partent pas d'une mauvaise intention. Souvent, ils partent d'une méconnaissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toute l'information pour la prise de décision. Et c'est pour ça que si tu n'as qu'une information, exemple, qui te vient, qui est légale ou qui est financière, ça n'est pas suffisant. En fait, c'est pas financier. En fait, Nathalie, tu as raison. C'est pas financière, c'est souvent juste comptable. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire des deals gagnant-gagnant, puis qu'il n'y a pas juste une catégorie de professionnels qui doivent être consultés. Alors, ça me permet de terminer sur, écoute, un go no-go, parce que ça m'est arrivé. On a eu un client à un moment donné où on a dit, si j'étais toi, à la relève, tu ne devrais pas le faire, puis de faire comprendre aux parents que ce n'était pas un deal. C'est arrivé. C'est arrivé aussi que l'entreprise, elle ne vaut rien. Après calcul, elle ne vaut rien. Alors, les gens pensent que ça vaut quelque chose, mais sur un plan mathématique, comptable, ça ne vaut rien. Alors, c'est pour ça qu'on a créé, toutes les trois, on a participé à la création de ce guide-là. C'est pour que les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des professionnels soient capables quand même. Parce que moi, j'ai toujours pensé que mon client était assez intelligent pour prendre ses décisions. Ce n'est pas à nous, les professionnels. Ce n'est pas au comptable, à l'avocat, au fiscaliste, alors à vous dire quoi faire. C'est à vous à décider parce que c'est vous qui allez le subir. Je peux vous dire, quand l'impôt passe, c'est toujours le client qui paye. C'est toujours nous qui avons payé. C'est ça. Les inspecteurs, je me souviens quand j'étais relève, moi, quand l'inspecteur passait d'impôt, c'est fou, hein? C'est toujours l'entreprise ou parfois ses actionnaires qui ont payé. Ça dépendait d'où venait la faute. Alors, c'est pour ça qu'on vous invite à écouter toutes les capsules. On vous fait venir des professionnels qu'on connaît très bien, donc ça nous permet de bonifier nos vidéos. On vous invite aussi à vous procurer ce guide-là parce que si vous trouvez juste 2 idées, ça vaudra plus que la peine. Et on vous invite aussi à nous envoyer des courriels, des courriels sur des sujets que vous aimeriez qu'on discute. Et si vous nous faites des demandes sur le côté fiscal et légal et comptable, sachez que chaque pays a sa propre réalité. Donc, il se pourrait qu'on ne soit pas en mesure de répondre, mais on vous le dira que vous devriez consulter plus dans vos pays. Je pense que c'est la meilleure façon d'aider les gens, c'est de dire allez à vos propres ressources. Mais maintenant, sur Internet, on trouve beaucoup d'informations. Alors, on croit à la générosité. Alors, si vous avez des gens qui ont besoin d'informations, ben, faites-leur plaisir et faites-vous plaisir en rendant service à quelqu'un. Donc,
donnez au suivant, faites suivre le lien pour la vidéo, abonnez-vous, faites un petit pouce et faites quelque chose. Alors, ça nous a fait plaisir, Léo, de t'accueillir et on va essayer de concocter des sujets pour que tu viennes à nouveau nous éclairer. À notre rencontre. Oui. À l'antenne. C'était l'antenne. Bon, Ça fait plaisir. par le titre. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Merci à toi. Dan, à la prochaine. Léo, merci beaucoup. Je t'embrasse. Bye. Salut. Au revoir. Au revoir. Bye.